L'Europe après la globalisation, l'effet boomerang, c'est une question plus qu'un constat, et c'est une question dont je pense qu'elle s'impose à la réflexion de tous les dirigeants, des chefs de gouvernement, des dirigeants politiques, des élus, des hauts fonctionnaires, et naturellement des dirigeants d'entreprise, de ceux qui ont à prendre des décisions qui engagent l'avenir. Parce que l'effet boomerang d'après la globalisation, c'est ce que j'ai appelé le renversement du monde. Nous nous trouvons devant un immense bousculement, basculement de toutes nos certitudes. Ce qui nous a bercés et aussi comblés depuis plus d'une génération et mis à mal. La crise en est le révélateur, elle n'en est pas la cause. Il vaut la peine de s'interroger sur ce qui se passe, de regarder le renversement du monde en cours, pour essayer ensuite de distinguer quelles sont les forces qui vont faire la différence et pour essayer de nous projeter sur le monde d'après la globalisation étant l'état d'où nous partons. Le renversement du monde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, je crois, se caractérise en un point simple, mais tout à fait essentiel. Nous nous sommes bercés depuis un demi-siècle, plus particulièrement depuis 20 à 30 ans, de quelques vérités qui nous semblaient d'évidence et qui sont mises à mal. Le marché a toujours raison et le prix de marché est toujours le bon et le juste prix. La liberté totale des échanges et de la circulation des capitaux, des biens, des services et des hommes conduit le monde à l'unité planétaire, à la démocratie universelle, à la paix et à la satisfaction de tous. La technique nous offre le monde, l'outil conduit la main qui le tient, le média et le message, comme nous a appris McLuhan, et il ne tient qu'à la diffusion planétaire des techniques que tous les hommes, toutes les femmes trouvent la satisfaction de leurs besoins matériels et donc puissent faire l'économie du politique, puissent faire l'économie d'intérêts divergents, puissent faire l'économie de la frontière, l'économie de l'origine et l'économie de l'identité. Et puis dernier point tout aussi marquant de ce système du beau, du vrai et du bien, la croissance est juge de toutes les élégances, ce qui revient à dire que l'on peut prononcer des jugements, c'est le cas dans nombre de pays du monde, pour lesquels la référence finale n'est pas la loi, les mœurs, les règles, mais tout simplement cette question, qu'est-ce qui concourt ou qu'est-ce qui entrave la croissance économique? Eh bien, nous sommes sortis avec une extraordinaire brutalité de ce processus. Nous sommes sortis avec une extraordinaire brutalité de ce processus et c'est probablement là que réside le vrai renversement du monde, beaucoup plus que dans un basculement ouest-est ou nord-sud qui reste à confirmer et qui est infiniment plus complexe et plus partagé. Je pense en effet que les lignes de fracture dorénavant ne sont plus est-ouest ou nord-sud, elles sont en train de s'organiser d'une manière bien différente. C'est au sein de chacun de nos territoires, au sein de chacun de nos nations et de chacun de nos pays que ces fractures sont en train de s'instituer. Le véritable renversement du monde, il n'est pas géographique. Le véritable renversement du monde, ça n'est pas que ceux qui étaient naguère pauvres, misérables, colonisés et endettés sont devenus nos financiers. Le véritable renversement du monde, ça n'est pas simplement que les pays hors OCDE vont représenter plus de la moitié du commerce mondial et que la richesse, l'épargne, la croissance se déroulent hors des rivages où nous étions accoutumés à les voir. Le vrai renversement du monde, c'est que nos certitudes, nos croyances, nos convictions, celles lesquelles les dirigeants font de leur stratégie, font de leurs choix et décident de leurs priorités, sont en train de se renverser. On va en prendre 2 ou 3 exemples au cœur de l'actualité, au cœur de ce qui continue à se jouer. Le système des prix. Le système des prix a été dominé par cette idée simple. Le marché dit toujours le vrai et le juste prix. Le vrai et le juste prix sont toujours ce qu'un acheteur et un vendeur libres produisent lors de leur rencontre. Ceci a donné lieu à une réforme
d'une importance absolument considérable, dites des IFRS. Chaque élément de la valeur d'une entreprise et bientôt d'un État devrait être comptabilisé à leur valeur de marché. Or, on a vu deux choses se dérouler. On a vu pendant une période relativement longue, plusieurs semaines à plusieurs mois, les prix de marché être totalement insignifiants par rapport aux actifs auxquels ils prétendaient donner une valeur. Ça a été le cas pour une partie des actifs immobiliers, ça a été le cas pour nombre d'actifs financiers, notamment des obligations, et c'est aussi dorénavant le cas dans l'ensemble des États touchés par des afflux de liquidités qui visent à refaire partir la machine économique qui tousse, qui est grippée et qui ne fonctionne pas. Parce que faisons bien attention à ce qui est en train de se passer avec les afflux massifs de liquidités par lesquels le Fed notamment cherche à relancer l'immobilier américain et l'activité américaine. Il s'agit ni plus ni moins que d'une suspension temporaire du système de prix. L'afflux de liquidités est en train de saper les fondements par lesquels la juste confrontation de l'offre et de la demande devait établir le prix de chaque chose, de chaque actif, de manière juste et de manière universelle. Premier élément que la crise a mis à mal, le marché ne dit pas toujours le juste prix, et l'on sait d'ailleurs notamment pour évaluer les bilans des sociétés bancaires et des sociétés d'assurance que l'on a suspendu la référence à la valeur de marché pendant un temps plus ou moins long. Deuxième élément qui est très fortement mis en cause par la crise, par son déroulement. Basculement de nos certitudes et basculement de nos cadres de réflexion. Ne nous faisons pas d'illusions. La décision chinoise faisant suite à l'arraisonnement d'un bateau de pêche égaré dans les eaux territoriales japonaises, qui a été de suspendre le commerce de terres rares, de ces métaux dont l'industrie japonaise a besoin pour faire fonctionner ses semi-conducteurs, etc., est extrêmement significative d'actes dont on avait eu maints exemples en Russie, en Amérique latine ou ailleurs. L'idée que le prix de l'énergie, l'idée que le prix d'un certain nombre de métaux rares, l'idée que le prix de l'uranium, etc., c'est le marché qui le fixe, selon des règles purement économiques et non géopolitiques, est une fiction qu'il faut abandonner au plus vite. Nous trouvons, que ce soit sur les terres agricoles, que ce soit sur un certain nombre de matières premières agricoles, nous trouvons sur les prix de l'énergie et nous trouvons sur les prix d'un certain nombre de métaux rares indispensables aux industries de haute technologie, devant des marchés géopolitiques et devant des marchés sur lesquels les prix sont le résultat des alliances, des amitiés ou des intérêts mutuellement négociés. En aucun cas, nous ne sommes devant des prix économiques. L'exemple le plus flagrant est naturellement celui de l'énergie, puisque le prix de la majorité des énergies fossiles est naturellement un prix politique. Le troisième élément qui me semble extrêmement mis en cause par la crise et qui doit être présent à l'esprit de tous les dirigeants, il a été très bien représenté par un livre qui, me semble-t-il, est la source d'erreurs considérables. Le monde serait devenu plat. Le monde est sans doute devenu plat pour ceux qui circulent d'une business class ou d'une first au Hilton et d'une business class ou d'une first au prochain étage. Dès qu'on s'éloigne un peu de ce circuit, le monde non seulement n'est pas plat, mais il n'est absolument pas en train de s'aplatir. Et je crois que c'est la troisième et décisive rencontre que la crise a provoquée entre l'Occident et ses fausses certitudes. Le monde n'aspire pas à devenir les États-Unis, le monde n'aspire pas à devenir une immense banlieue européenne. Qu'avons-nous vu en tout cas au plus fort de la crise? Nous avons d'abord vu que les décisions, les réactions ont été le fait des chefs d'État et de gouvernement dans l'atonie, le silence et l'abstention remarquable de la quasi-totalité des institutions internationales. Au plus fort de la crise, ce sont les États-nations et ce sont les dirigeants des États-nations qui ont repris la main.
Nous avons vu autre chose que le gouverneur de la Banque d'Angleterre résume extrêmement bien. Quand les choses vont bien, les entreprises n'ont plus de patrie. Quand les entreprises sont près de faire faillite, et notamment quand les banques sont proches du dépôt de bilan, elles savent très bien qui est leur banque centrale et elles savent très bien qui est leur prêteur de dernier ressort. Nous n'en avons pas fini avec les collectivités, nous n'en avons pas fini avec les nations et nous n'en avons pas fini avec les systèmes de garantie, de responsabilité et de sûreté des engagements. Et c'est probablement l'un des enseignements essentiels de la crise, c'est que notre certitude sur les privatisations, notre certitude sur le fait que les intérêts individuels des acteurs allaient supprimer les passions politiques et identitaires. Tout cela, il faut l'oublier, c'est derrière nous. Nous avons vu qu'au corps de la crise, on a le mécanisme par lequel des acteurs privés, agissant hors de toute limite et agissant hors de toute responsabilité, pouvaient exercer un effet de levier insupportable et intolérable à terme sur la collectivité. Une banque, une société d'assurance, trop gros pour faire faillite, ont un bras de levier considérable sur le contribuable. C'est exactement l'enseignement de ce qui s'est passé avec British Petroleum. Un certain nombre de sociétés industrielles disposent d'un bras de levier effarant sur la collectivité, parce qu'elles sont trop grosses pour mourir, certes, mais surtout parce qu'elles sont susceptibles d'infliger des dommages, tels que c'est nécessairement la collectivité qui devra les réparer, quel qu'en soit le coût. Et l'on voit bien que dans cette crise, les notions les plus établies, celles de l'entreprise privée par rapport au système public, celles de la responsabilité de l'actionnaire ou du dirigeant par rapport à des engagements privés, on voit bien que les notions de l'aplatissement du monde et d'un monde sans frontières vers lequel nous irions, les notions de la démocratie planétaire vers laquelle la marche serait engagée, tout ça a été très profondément et très directement remis en cause.